à Maître Salah Kbous qui a répondu à notre invitation, l'invitation de Forcem. Et puis peut-être je réinterviendrai lors des débats. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux, et cela témoigne de l'intérêt que vous portez au soulèvement qui agite notre pays, enfin l'Algérie, depuis maintenant 9 mois sans relâche. Les Algériens battent le pavé tous les mardis et tous les vendredis pour leur dignité, pour leur liberté. Mais avant de dire 2 ou 3 mots sur ce soulèvement, je voudrais quand même préciser en fait, la présence de nombreuses associations françaises, de nombreux militants, syndicalistes, etc., nous réjouit, et cela témoigne bien évidemment de l'intérêt que témoigne la société française au conflit qui secoue aujourd'hui l'Algérie, pour plusieurs raisons. Je dirais d'abord qu'entre la France et l'Algérie, en plus de la proximité géographique, Marseille est à 1 heure d'Alger, et en plus des échanges commerciaux et économiques intenses entre les deux pays depuis 1962, il existe entre les deux sociétés, entre les deux pays, des liens historiques. Vous savez très bien que l'Algérie était française avant la Savoie, l'Algérie était française avant le duché de Nice, rattaché par Napoléon III en 1860. Il existe des liens culturels et linguistiques extrêmement forts, puisque l'Algérie est le premier pays francophone, après, bien évidemment, la France, avec plus de 10 millions de locuteurs dans la langue française. Il existe aussi des liens humains très forts, très intenses. Vous savez, à Marseille, il y a plus d'Algériens que dans toutes les capitales du monde arabe réuni. Vous savez qu'un Français sur 6 a un lien direct avec l'Algérie. Et un Algérien sur 7 a des attaches avec la France. Tous ces liens, linguistiques, historiques, humains, créent une espèce de devoir de solidarité à l'égard des Algériens qui battent le pavé, à l'égard des Algériens qui luttent depuis maintenant 9 mois sans relâche pour leur liberté et pour leur dignité. Si l'histoire de la colonisation est arrivée à son terme en 1962, parce qu'il faut bien préciser aussi que la colonisation n'est pas l'alpha et l'oméga des relations franco-algériennes. Il a existé des relations avant 1830. Il y a d'excellents travaux sur la question de Nouar Malouche et d'Aïs Metouedi. Le commerce de blé avec la France a commencé bien avant Dey Houssine, le dernier Dey d'Alger. Il y a des travaux excellents sur cette période d'avant la colonisation. Et la colonisation n'a pas rompu, comme il est attendu, les liens très forts entre les deux pays. Et c'est en cela que je précise que la colonisation n'est pas l'alpha et l'oméga des relations franco-algériennes. Puisque même si la rupture des liens de domination sont effectués pratiquement là, cette rupture est intervenue en 62, l'immigration, l'histoire de l'immigration, elle s'est poursuivie et elle se poursuit. Et nous avons à peu près 27 000 cartes de séjour qui sont délivrées à des Algériens chaque année, à titre de demandeurs d'asile, d'étudiants, de conjoints français, d'immigration scientifique, notamment les médecins. Il y a 20 000 médecins algériens qui exercent, notamment dans la région parisienne. Donc les liens ne sont jamais rompus entre les deux sociétés. Ces liens très forts, ces proximités géographiques, linguistiques, culturelles et humaines créent un devoir de solidarité à l'égard de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. La société algérienne attend également la solidarité de la société française. Bien évidemment, les Algériens ne souhaitent pas, personne ne souhaite l'ingérence de l'État. Et on sait très bien que les États, la démarche d'un État à l'étranger, elle n'est mue que par des considérations d'intérêt économique. Et c'est, je ne peux pas dire légitime, mais en tout cas, c'est ce qui se passe partout dans le monde. On n'invente rien. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais par contre, les opinions publiques ont des convictions. Les opinions publiques ont des convictions. Les opinions publiques peuvent s'engager et soutenir telle ou telle cause. Et il y a une tradition de soutien en France qui est très forte, dès lors qu'il y a violation des droits de l'homme. Je voudrais également préciser que du fait de la guerre d'Algérie, il y a à peu près 1 million, d'après l'historien Jean-Charles Geoffrey, il y a 1 700 000 soldats, entre réservistes et appelés, qui ont participé à la guerre. Il y a 1 million de pieds noirs qui sont arrivés en métropole en 62, il y a 60 000 harkis qui sont aussi rapatriés en métropole. Et donc tous ces liens font que la France partage un imaginaire avec l'Algérie très très riche et très fort. Ces imaginaires entre les deux sociétés n'ont jamais cessé de communiquer, en particulier depuis 1962. Et qu'on soit juif, qu'on soit athée,
qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, les mémoires sont très très liées, et ces souvenirs et ces mémoires, sont encore aujourd'hui très très vifs, de la part de la société algérienne ou de la société française. C'est pour vous dire combien l'intérêt que doit accorder la société algérienne, la société française, à ce conflit, qui aujourd'hui c'est un conflit de pouvoir, c'est un conflit de régime, c'est une crise qui secoue le régime, mais non la société algérienne. La société algérienne, elle sort, elle manifeste, elle dit ce qu'elle veut, elle dit aussi ce qu'elle ne veut pas, mais en tout cas c'est une crise qui secoue profondément le régime. Alors, en deux mots, d'où vient cette énergie citoyenne? Pourquoi les Algériens ont attendu 60 ans après l'indépendance pour accoucher de mouvements aussi salvateurs, de mouvements aussi fédérateurs, de mouvements aussi rassembleurs, alors que les Algériens nous ont habitués à des révoltes pour le social, pour le logement, pour le salaire, exactement. Alors, ces révoltes syndicales, ces révoltes sociales, etc., ou démocratiques depuis la décennie 60, et même politiques aussi, il faut aussi préciser que le premier parti d'opposition, c'est le PRS, le parti de la Révolution socialiste de Mohamed Boudiaf, et puis ensuite il y a eu d'autres partis, le FFS, le Parti communiste algérien, pendant les années 60. Nous avons aussi des révoltes des étudiants pendant les années 70. Donc toutes ces révoltes, qu'elles soient sociales, démocratiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient syndicales, ont forgé les luttes politiques d'aujourd'hui. Ce sont les luttes d'hier qui ont forgé les luttes politiques d'aujourd'hui, et la société est arrivée à exprimer une revendication éminemment politique, qui est la rupture avec le régime, ses hommes et ses symboles. Je crois que c'est fondamental de saisir le problème à travers ce prisme qui n'est pas du tout déformant. Et de deux, je voudrais également dire que j'ai retenu un mérite tout à fait particulier concernant ce soulèvement, c'est d'avoir reconnecté les Algériens avec l'histoire, leur histoire présente, l'histoire récente. Pourquoi? À travers trois grandes questions, à travers trois grands chantiers inachevés, même pas inachevés. Ce sont pour reprendre le mot de Akram Belkaïd, empêchés. Le premier chantier qui a été lancé pendant la guerre d'Algérie, c'est bien évidemment l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance de ce pays, et les jeunes nous l'ont rappelé, nous le rappellent constamment, finalement on a eu l'indépendance. Et qu'est-ce que c'est que l'indépendance? L'indépendance, c'est la rupture du lien de dépendance avec la France, la rupture des liens de domination avec la France. Mais la contradiction interne, la question des libertés, la question d'une véritable indépendance n'a pas été débattue. En fait, on a arraché l'indépendance, enfin nos parents ont arraché l'indépendance, mais la libération du peuple algérien est une œuvre inachevée, et même empêchée. Puisque très tôt, l'armée des frontières, en fait, ce qu'on appelle l'état-major général, du Gardimaou et d'Oujda, avait pris le pouvoir par la force en niant et en faisant fi de la légitimité du gouvernement provisoire de la République algérienne, présidé dans un premier temps par Farhat Abbas et puis ensuite par Ben Khedda. Donc cette indépendance qui a été arrachée avec le sacrifice, un lourd tribut par la société algérienne, a été confisquée selon le juste mot de Farhat Abbas. Quand il a rédigé son livre, L'indépendance confisquée, publié en 84, je crois, chez Flammarion, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette indépendance a été confisquée. Et ça, c'est le premier chantier inachevé, et même empêché. Deuxième question, qui reconnecte les Algériens avec leur histoire récente, c'est la question de l'état civil. Doula Madaniya, Machi Askaria. Pour un état civil, et non militaire, scandé tous les vendredis par l'ensemble des Algériens, qu'ils soient à Alger, à Constantine, à Sétif, et partout. Et ça, si vous voulez, la question de l'état civil nous renvoie, nous reconnecte avec les premières assises, enfin les assises de la Soumam du 20 août 1956, lorsque le principe de la primauté du civil a été affirmé et consacré dans la charte de la Soumam. Malheureusement, cet état civil a été aussi inachevé. Il a été empêché. Il a été empêché de se réaliser, puisque c'est l'armée qui est au fondement du système politique algérien, même si ce régime a toujours pris soin de soigner la façade, de se présenter sous l'apparence d'un état civil et sous l'apparence d'un état démocratique. Mais dès qu'on creuse, dès qu'on retire le tableau, véritablement apparaît la véritable nature de ce régime, qui est d'une nature bien évidemment militaire. La troisième question, qui n'a pas été achevée et qui a été aussi empêchée, et qui a renoué notamment la jeunesse à ce passé récent de leur histoire, c'est l'Assemblée nationale constituante. Vous savez, l'élection de l'Assemblée constituante, ça a été, je crois, ça a été fait en septembre 62,
Et cette assemblée, elle a été conçue, spécialement conçue, pour l'élaboration d'un projet de constitution. Ce qu'a fait le FLN, le bureau politique du FLN, il a violé donc les prérogatives de l'Assemblée constituante en votant dans une salle de cinéma Le Majestic, l'actuel Atlas, du côté de Beboué, en votant une constitution. Donc il a dessaisi l'Assemblée nationale constituante de sa véritable compétence d'élaborer un projet de constitution. Et là, la jeunesse, et là on voit dans les rues d'Alger, من أجل جمعية تأسيسية أو مجلس تأسيسي السيد إلى غيره. Donc là, on voit aussi que on renoue, on se reconnecte avec ce passé récent, celui d'une assemblée constituante. Et il ne nous renvoie pas, ce mouvement ne nous renvoie pas uniquement vers le passé, vers notre histoire récente, mais il nous projette aussi dans le futur. Puisque une société comme la société algérienne, bien évidemment, a besoin, ce processus révolutionnaire a besoin de produire du droit, comme toute révolution. Elle a besoin de produire du droit. Cette production du droit, elle ne peut se faire qu'à travers une loi suprême, une loi qui peut rassembler tous les Algériens, c'est la Constitution. Parce qu'un peuple, juridiquement, n'existe, enfin, un peuple n'existe pas. Ce plan juridique, il existe s'il s'institue. Tertullien, le théologien berbère romanisé au IIe siècle, il disait on n'est pas chrétien, on le devient. C'est pareil pour le peuple. Sur le plan juridique, il n'existe pas. Un peuple, il existe s'il s'institue. Il devient peuple. Et comment il peut s'instituer? C'est à travers un accord sur le droit. Donc, ce mouvement nous reconnecte avec notre passé récent et il nous projette dans le futur. Parce que cette révolution, comme toutes les révolutions françaises, la Révolution française a produit la Déclaration universelle des droits et elle a produit la première Assemblée nationale constituante qui a élaboré un projet de constitution, en 1791. Donc toute révolution a besoin de produire du droit. Et cette révolution, elle produira du droit à travers notamment ce que revendique une grande partie des Algériens, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, puisque ce peuple doit absolument se fonder, s'instituer par le droit. Et ça, je crois que c'est une avancée majeure, évidemment. Il n'y a pas de processus révolutionnaire viable que si la révolution aboutit, que si elle est véritablement aboutie. Donc pour l'instant, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Et comme tout processus révolutionnaire, il peut être brisé, il peut être cassé, il peut être récupéré. La contre-révolution est en cours, donc nul n'est à l'abri d'une récupération ou d'une contre-révolution. Le deuxième point positif que j'ai retenu et je voudrais soumettre à votre appréciation, c'est absolument l'idée que la société algérienne a peur d'elle-même. Pendant longtemps, on a senti que c'est une société qui n'est pas simplement traversée par une diversité de traditions, une diversité linguistique, une diversité culturelle. Il y a même une diversité civilisationnelle. Il y a des civilisations différentes dans cette société. Et cette diversité nous a effrayés. On a peur de nous-mêmes. Et on s'était auto-mutilé. La mutilation a commencé avec la France, bien évidemment coloniale, avec le décret Crémieux, qu'on aime bien citer, nous les Algériens, puisque la communauté juive a obtenu par la force de la loi la nationalité française de façon collective par un décret d'Adolphe Crémieux en 1870, mais on oublie de signaler un autre décret, celui de 1889, puisque tous les Européens d'Algérie, espagnols, italiens, suisses, maltais, etc., ont obtenu par l'effet d'un décret la nationalité française. Et ceux qui n'ont pas obtenu par l'effet d'un texte juridique la nationalité française, ce sont les autochtones, les indigènes. Donc la mutilation a commencé par la colonisation et l'automutilation a enchaîné avec l'indépendance algérienne. C'est comme ça que des milliers d'Européens ont quitté le pays en 1962, des intellectuels ont quitté le pays, les opposants des Algériens qui ont fait la guerre d'indépendance se sont vus contraints de quitter le pays, et puis ensuite on a assisté à la vague de départ des centaines, des millions en tout cas, de cadres algériens pendant la décennie 90. C'est un pays qui n'a pas cessé de s'automutiler. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas par quel miracle de la Révolution, a fait qu'on a commencé à sentir que les Algériens s'approprient cette richesse, s'approprient cette diversité. On peut s'exprimer en langue française, on peut s'exprimer en berbère, on peut s'exprimer en arabe dialectal, en arabe populaire, on s'exprime comme en arabe classique, l'arabe littéraire. Et donc cette diversité, on commence à sentir qu'elle n'effraie pas, même si le régime veut absolument jouer, il a tenté
de diviser à travers l'emblème berbère, l'emblème amazigh, puisque des jeunes de 20 ans qui manifestent avec l'emblème ont été condamnés récemment encore, je crois qu'hier, à des peines de 6 mois de prison ferme et des amendes, etc. Donc c'est de bon augure pour une nation. On construit comme, même si on a condamné Maurice Thorez, quand il avait dit, les années 30, Maurice Thorez, le président du Parti communiste français, disait que c'est une nation en construction, une nation en formation. Je crois qu'elle est encore en formation, mais ce soulèvement du 22 février a consolidé cette nation. Je crois que c'est de bon augure. Si on se saisit correctement de cette osmose, de cette union et de cette unité exprimée tous les jours dans les grandes artères de toutes les villes du pays, je crois qu'on peut construire quelque chose qui fera date et qui sera un exemple pour beaucoup de pays du tiers-monde, puisque cette révolution en cours, elle n'est pas simplement révolution dans le sens positif, dans la mesure où elle continue à susciter un intérêt extraordinaire chez les peuples voisins, ici en Europe, etc., puisqu'on est observé, on est regardé, on ne sait pas moins enfin, etc. Mais elle suscite aussi, cette révolution suscite aussi un climat, une atmosphère anxiogène chez tous les régimes despotiques et autoritaires, et notamment dans la région du Golfe. Vous avez des pays comme les Émirats, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, veillent au grain, ils observent avec beaucoup d'inquiétude, puisque, comme toute révolution, elle risque de faire tache d'huile. Elle commence déjà à faire tache d'huile. Et donc, ces régimes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats, il y en a d'autres. Ceux-là, ils sont non seulement ils sont là à défendre des intérêts économiques, et on va dire cette bonne guerre, ils sont là aussi à défendre une idéologie. Et c'est encore plus dangereux pour l'Algérie. Et c'est en cela que, bien évidemment, cette révolution, il faut en tirer les bonnes leçons pour ne pas dévier. Il faut que cette révolution reste dans son cours naturel qui est pacifique, rassembleur et mobilisateur à l'échelle de toute la nation. Et je crois qu'avec cette orientation, nous pourrions dire d'ores et déjà qu'il y aura un avant et un après 22 février 2019, et je vous remercie.